Hello, vous êtes bien de retour sur 10 Comics, l'émission où on essaye de vous recommander 10 bons comics selon une petite thématique sélectionnée à l'avance. Et aujourd'hui, direction les années 80. Les années 80 en comics, c'est possiblement ma décennie préférée en fait, avec possiblement les années 2000 aussi. Mais alors, pourquoi j'aime autant cette période ? Eh bien, c'est dans cette décennie qu'on voit apparaître la vraie rupture entre comics modernes et anciens, enfin à mon sens. C'est une des périodes les plus créatives qui va tenter de réinventer énormément de ses concepts, et aujourd'hui d'ailleurs nous continuons à suivre lourdement ces mêmes concepts, comme la systématisation des mini-séries, des events éditoriaux, pour ne citer que. C'est une époque qui verra la prédominance complète de Marvel et DC se mettre en place, mais où on a quand même des phénomènes indépendants qui arrivent à voir le jour, et en fait, qui pavent la voie pour la voie du comics indépendant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bref, pour moi, les années 80, c'est l'invention d'énormément de choses que nous continuons à suivre encore aujourd'hui. Et si, à mon avis, à l'heure actuelle, il serait grandement temps pour le comics américain de se renouveler, parce que 40 ans c'est long et que les choses ont énormément changé depuis, et qu'on ne peut pas continuer à appliquer systématiquement les mêmes recettes, que le bandage à force commence un peu à tomber en lambeaux, eh bien, le fait que ça dure quand même depuis 40 ans est aussi un incroyable témoignage, finalement, de la force créatrice de ces années 80, et du modèle qu'elles ont pérennisé, on va dire. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 10 de ces comics des années 80. Batman Year One, ou Batman Année 1, est une œuvre culte de DC. La refonte des origines de Batman après la crise des Terres Infinies, un nouveau départ pour le Chevalier Noir. Frank Miller se charge du scénario de ces 4 numéros, dans les numéros 404 à 407 de Batman. Il sera assisté au dessin de son vieux compère d'une autre œuvre culte, Daredevil Born Again, à savoir David Mazzucchelli. Bien qu'étant un récit centré sur le deuil de Bruce Wayne et son obsession à respecter la promesse faite à la mort de ses parents, il se permet pourtant le luxe de dépeindre aussi plusieurs autres histoires d'origine dans ses pages. En effet, Selina Kyle y voit également ses origines refaites, assez éloignées d'ailleurs de ses premières apparitions, ici plus protectrice des autres femmes et redresseuse de tort à sa manière, volant aux riches pour donner aux pauvres, une image qui ne la quittera dès lors plus. De la même façon, le commissaire Gordon est ici largement mis en avant, petit inspecteur muté dans la métropole grouillante de Gotham City, avec sa femme enceinte et ses principes qui seront malmenés tout au long de l'œuvre. Gordon est même tellement présent que Year One n'est pas qu'une histoire de Batman, mais une histoire de Batman et Gordon. Le travail graphique est inégalable et de nombreux motifs deviendront des essentiels de la mythologie du Chevalier Noir, comme la clochette par exemple. La coloriste Richmond Lewis, épouse de David Mazzucchelli, réussira à accentuer l'ambiance crasse et sombre malgré la couleur des néons éclatants qui n'arrivent jamais à occulter les sombres recoins de cette ville. Bref, Batman Année 1 est l'origine ultime de Batman, souvent copiée mais jamais égalée, et largement traduite en français, la dernière étant au sein du premier volume Batman Chronicles dédié à l'année 1987 d'Urban Comics. Alors il est très difficile de parler du meilleur des années 80 en comics sans parler des X-Men, les mutants qui ont été des monstres éditoriaux dans cette décennie. Mais plutôt que de choisir quelle partie du long run de Chris Claremont mettre en avant, j'ai décidé de tricher un peu et de parler d'un roman graphique. Car oui, un roman graphique, c'est pas un titre que l'on donne au beau vouloir parce que quand même, Sandman c'est un peu plus sérieux que ces types en latex qui se tapent dessus. Un roman graphique, c'est un tome unique, comme un roman donc, est prévu pour être unique. Et c'est le cas de plusieurs collections dans les années 80, et notamment ici des Marvel Graphic Novels. Une collection qui permettra de sortir nombre de romans graphiques sur les héros de la Maison des Idées. Et le numéro 5 de cette collection est centré sur les mutants. God Loves, Man Kills, Dieu créé, l'homme détruit, va nous parler religion, haine et lavage de cerveau. Chris Claremont, alors dans sa 7e année sur ses 16 ans sur les mutants, est bien sûr au scénario, mais le dessin aurait dû être assuré par Neil Adams. Finalement, cela ne se fera pas et c'est Brent Eric Anderson qui s'en occupera, apportant une iconographie de choc qui a un effet marquant encore aujourd'hui dès ses premières pages.
Car oui, l'œuvre s'ouvre par l'exécution de 2 enfants, malheureusement nés mutants dans un environnement qui les hait et les craint. Cette exécution est l'œuvre des hommes de main exaltés d'un prêcheur, le révérend William Stryker. Rendu fou de chagrin et de haine envers les mutants après avoir tué sa femme et son fils, un mutant, dont la mutation avait transformé son visage en celui d'un monstre. Celui-ci prêche donc un discours de haine, faisant des mutants les abominations au nom de Dieu. Et lors d'un débat télévisé, touchant à la mode des télévangélistes qui touche encore malheureusement une bonne partie de l'Amérique, il découvre que Charles Xavier est un mutant et va kidnapper le professeur pour utiliser sa télépathie afin de tuer tous les mutants. Si cela vous rappelle le film X-Men 2, c'est normal, ce film lui a emprunté beaucoup. Sauf que dans le comics, les X-Men vont chercher l'aide de Magneto pour libérer Charles Xavier pendant un meeting politique. Et ce sera aux yeux du monde entier que le dénouement aura lieu, et même que celui-ci sera choisi par la foule, ce qui est finalement encore plus fort. Il s'agit d'une histoire censée être hors continuité, mais elle est tellement bonne qu'elle a fini par y adhérer, et à la question de savoir si nous osons appeler cette chose un humain, il n'y a bien que la commission américaine des jouets pour répondre non. Une œuvre extraordinaire que tout un chacun se doit de lire et que ces mots soient mon épitaphe. Et bien sûr, cette œuvre est régulièrement rééditée chez Panini Comics. À l'origine, un dessin humoristique de Kevin Eastman, créé pendant une réunion de brainstorming d'une tortue avec des nunchakus, l'idée a finalement été développée avec son ami Peter Laird en une équipe de 4 tortues spécialisées chacune dans des armes différentes. Bénéficiant par coup de chance d'un remboursement d'impôts et d'un prêt d'un oncle, les deux vont créer un one-shot inspiré de plusieurs comics populaires dès le début des années 80. Les Nouveaux Mutants, Cerebus, Ronin et bien sûr Daredevil, directement référencé dans l'histoire. La vente de ce numéro a commencé dans une convention à Portsmouth, mais quelques publicités bien placées en cette période de forte spéculation sur les comics et le nom étrange de Teenage Mutant Ninja Turtles attirent l'attention. Démarre alors énormément de choses, un jeu de rôle, des figurines, un dessin animé qui va énormément marquer, mais on est là pour parler du comics et figurez-vous que ce comics est très bon aussi en fait. Énormément différent selon les histoires. Le tout commence dans une ambiance très sombre, les tortues découpent leurs ennemis comme du salami, et on y découvre très vite des ennemis étranges finalement comme les robots chasseurs de souris, les Mauser, des dinosaures aliens nommés les Tricératons. Mais pourtant on est sur un récit assez sombre, rempli de Casey Jones et de clans fous de tueurs. Alors oui, Eastman et Laird ont souvent laissé d'autres gens écrire sur leurs 4 bébés chevaliers d'écailles, trop pris par le succès de leurs comics, et aussi à gérer leur empire multimédia naissant, et on a donc vu passer des grands noms comme Richard Corben, Rick Veitch ou encore Michael Zulli, qui sont venus passer vers des pages, et où du coup le style sera très changeant. Il y a des numéros vraiment mauvais, ne nous y trompons pas, comme les numéros 38-39 de Mike Winnie, qui ressemblent plus à du Ren et Stimpy qu'à du Tortue Ninja. Mais il y a aussi énormément de bons moments, la trilogie Retour à New York, la trilogie de la rivière, le numéro 50 entièrement silencieux, et l'arc en 13 numéros de City at War qui termine la première série des Tortues Ninja. Bref, une très bonne série à ne pas oublier, qui a lancé tout un mouvement de comics indépendants en noir et blanc et trouvable en français, soit dans des anciennes éditions comme la trilogie La Rivière mise en avant par Comics USA à l'époque, ou encore dans les rééditions de la série d'origine chez iComics dans une sélection des meilleurs moments. Arak, Son of Thunder, ou Arak le fils de la foudre, est une série d'heroic fantasy avec un pseudo-barbare scénarisé par Roy Thomas. Vous savez, le monsieur qui a lancé Conan le barbare dans les années 70. Bon, rien que ça peut vous intéresser peut-être. Et c'est d'ailleurs ce que DC lui a demandé d'ailleurs. Fais-nous une série à la Conan. Heureusement, il a fait bien mieux. Avec la complicité de son épouse, Dan Thomas, et d'un couple d'auteurs français, Jean-Marc et Randy l'officier, ils vont créer un titre situé au Moyen-Âge, à l'époque de la cour du roi Charlemagne. Et rien que ça, c'est fun, on voit ici un Moyen-Âge mythifié, où les restes de l'ancienne Rome surnagent et où l'Empire chinois est encore connu sous le nom mythique de Cathay. Bon, et pour aller dans ce contexte, il nous faut des bons persos. Le personnage principal, Arak, est un Indien d'Amérique, que des Vikings ont trouvé tout jeune dans une embarcation à la dérive. Ils l'ont ramené chez eux et élevé comme un Viking, mais un Viking avec un tomahawk. C'est là que commence le récit, un récit qui va faire en fait le tour du monde, et où on va rencontrer de nombreux personnages attachants, comme le magicien Malagigi, Valda la guerrière, ou encore Satyricus, le dernier satyre.
L'épopée va faire le tour du monde, découvrant qu'Arak est en fait le fils du dieu tonnerre, Ino, et son voyage le pousse à revenir vers son continent natal, l'Amérique. Hélas, 1000 fois hélas, le titre sera arrêté à son numéro 50, alors que l'équipe touchait les rivages du Japon, et donc, à l'arrivée, je veux dire, on est parti, on a fait Scandinavie, Angleterre, France, jusqu'à la Chine, le Japon, et on y était presque. Bon, Roy Thomas réussira quand même à raconter rapidement l'histoire qui reste dans des récits qui n'ont rien à voir, comme les All-Star Squadron ou les Young All-Stars, mais bon, rien n'y fait, la série est définitivement inachevée. Néanmoins, j'adore cette série et je ne saurais que trop vous la recommander, même si un event récent, Convergence, a chié littéralement sur la mémoire du personnage d'Arak. Mais la série initiale est un de mes coups de cœur comics ever, et malheureusement n'a pas été réédité récemment. Néanmoins, la traduction française complète existe chez l'éditeur Artima dans différentes séries telles que Arak, Démon ou Arion. J'ai récemment complété ma collection en français et je ne peux que vous souhaiter de faire pareil. Nexus est une série de Steve Rudd et Mike Baron, d'abord lancée dans une mini-série de 3 numéros chez Capital Comics, puis après par une série chez Capital, puis First Comics quand Capital Comics mourra des suites d'une banqueroute. Le duo a d'abord pitché une série appelée Encyclopedias, où l'idée c'était en fait de créer une histoire sur un vendeur d'encyclopédies dans un monde post-apocalyptique, mais l'éditeur voulait faire une série de super-héros. Mike Baron a donc très vite trouvé un concept mélangeant super-héros et science-fiction extrêmement sympathique. Le personnage principal est Horatio Valdemar L-Pop, nommé Nexus, un humain qui a reçu ses pouvoirs d'une entité alien nommée les Mercs. Grâce à ses pouvoirs, il défend une lune nommée Ilum, où il a fondé une sorte d'asile pour tous les défavorisés et les opprimés de la galaxie. Mais ses pouvoirs s'accompagnent d'une contrepartie, car Nexus reçoit dans ses rêves une vision très dure et accompagnée de violentes migraines de personnes à tuer. En effet, il se doit de tuer des humains qui ont tué en masse en paiement pour les Mercs, afin de continuer à garder ses pouvoirs et de pouvoir continuer à défendre Ilum. Et si jamais il décide d'ignorer ses rêves et de ne pas les tuer, la douleur de ceux-ci continue d'augmenter, menaçant même de le tuer s'il refuse. Bref, Nexus est censé être un gardien de la conscience de l'humanité, rien que ça. C'est une série que j'adore vraiment et qui a été assez peu éditée en France jusqu'à récemment, tout au plus un petit comic book avec lequel j'ai découvert le personnage. Heureusement, Delirium, toujours au taquet sur la qualité, a récemment commencé à éditer l'intégralité de la série en langue française, et je ne saurais que trop vous conseiller de vous jeter sur cette série si vous en avez l'occasion. Dans la moitié des années 80, l'auteur Jean-Marc Dematteis a une idée pour une mini-série sur Wonder Man, où le personnage serait enterré vivant et réussirait à sortir de la tombe. On lui dit non. Bon, Jean-Marc il se laisse pas démonter, il propose une histoire pour DC, où on verrait ce qui arrive si le Joker tuait Batman, et où le clown prince du crime serait rendu sain d'esprit par cet acte. Bon, comme Alan Moore est en train d'écrire The Killing Joke, et que ça parle à peu près des mêmes sujets, on lui refuse. Mais bon, il est têtu de Mathéis. Bon, et si c'était finalement Hugo Strange à la place du... Non, toujours pas ? Bon, Marvel, et si finalement c'était une histoire avec Spider-Man et un nouveau vilain ? Alors, vous êtes d'accord pour Spidey, mais vous voulez qu'on utilise Kraven à la place ? Ouais, si vous voulez, mais je vois pas grand-chose qui m'intéresse dans Kraven. Attendez, je vais regarder sa bio dans les handbooks et... Oh... Et c'est ainsi, plus ou moins, qu'est né mon comic Spider-Man favori. La dernière chasse de Kraven est une histoire de 6 numéros, répartis entre les 3 titres Spider-Man de l'époque, parce que... c'est 6 numéros, et comme on fait croire à la mort de Spider-Man pendant un moment, avoir 2 autres titres où il se porte comme un charme à côté semblait encore étrange à l'époque. Le pitch, c'est que Kraven le chasseur, ou Sergei Kravinov de son vrai nom, va enfin vaincre Spider-Man, l'abat froidement et l'enterre. Oui. Et Kraven prend le costume de Spider-Man afin de prouver qu'il lui est supérieur dans tous ses aspects, allant même jusqu'à capturer un personnage mirin mais humain, Vermine, que Spider-Man n'avait jusque-là pas pu vaincre seul. Et 2 semaines plus tard, le narcoleptique avec lequel Kraven avait tiré sur Spider-Man cesse de faire effet, et Peter Parker ressort de sa tombe pour y réclamer son rôle à Kraven.
Et je sais qu'on a l'impression que j'en ai dit beaucoup sur l'histoire, mais je n'ai en fait qu'effleurer le tout. Cette histoire est une petite merveille sur comment le héros est perçu par les autres et sur ce qu'il est vraiment. Par exemple, Craven voit Spider-Man comme... un peu comme le Batman de Frank Miller dans The Dark Knight Returns. Vous savez, cette sombre créature de la nuit. Et c'est une excellente histoire pour Spider-Man, mais soyons francs, celui qui vole le show, c'est Craven lui-même. De Matteis ne souhaitait pas forcément écrire sur le personnage, d'où mon long récit du début, mais en fouillant du côté de ses origines russes, du parcours du personnage et de ce que ça implique sur la complexité mentale, on a là tout simplement la meilleure version du personnage ever. Et le personnage est encore plus sublimé par les dessins de Mike Zeck, forts et expressifs, le tout en plus accentué par la recolorisation récente que l'auteur lui-même a faite par-dessus la colorisation originale de Janet Jackson. Une histoire extraordinaire de deux hommes au parcours opposé, l'un vu animal devant être le plus humain possible et l'un humain devenant de plus en plus bestial, le tout souligné par Vermine, un personnage à la lisière entre l'humain et la bête. D'ailleurs, un des titres originaux est effrayante symétrie. Et ce final, oh bon sang, ce final... Bref, je ne peux que vous conseiller de lire cette œuvre, sincèrement, la meilleure histoire de Spider-Man de tous les temps, largement rééditée au fil du temps, et toujours chez Panini Comics. Love and Rockets est une des séries les plus insolites de cette décennie, et en fait des décennies à venir aussi, maintenant que j'y réfléchis. Trois frères, Gilbert, Raimi et Mario Hernandez, vont créer en 1981 une série curieuse, où chacun va raconter des histoires différentes et déconnectées les unes des autres. L'éditeur Fantagraphics rééditera ce numéro en 1982, et depuis la série continue toujours à ce jour. Love and Rockets nous raconte de nombreuses histoires, mais surtout deux, on va dire, ont tenu la part du lion. La première pourrait se nommer Heartbreak Soup, et se concentre sur la vie dans le petit village d'Amérique latine de Palomar, au parfum de magie réaliste et de personnages extrêmement vivants. La deuxième énorme partie se nomme Locas, ou Upper 13, et se concentre sur la vie californienne des Américains descendants du Mexique, les Chicanos, comme ils se prénomment eux-mêmes, de leur vie quotidienne, de la scène punk d'époque, des histoires de quartier, et notamment de la romance intermittente entre Maggie et Opie. Il est impossible de vous décrire convenablement ce qu'est Love and Rockets, simplement, tellement le tout regorge d'idées différentes. Pour vous faire une idée, je vais essayer de vous cibler un passage particulièrement savoureux et qui pourrait représenter la qualité de l'œuvre, et j'ai choisi un arc nommé La mort de Speedy Ortiz, des numéros 20 à 23 de la série originale. Il s'agit d'une histoire d'amour un peu innocente, de la tragédie de la vie de la rue et de la violence des gangs, un moment où plusieurs intrigues se recoupent en une mort tragiquement subite. Une histoire d'amour s'achève alors qu'une autre bourgeonne. 70 pages ou presque qui nous amènent à nous demander pourquoi Speedy Ortiz va mourir, avec de nombreuses explications possibles mais aucune qui nous sera donnée. Nous ne savons pas comment Speedy Ortiz est mort exactement, mais nous connaissons sa vie, ses rêves et sa passion, et finalement ce qui a sans doute conduit à sa mort. Et c'est ce qui en fait une histoire aussi percutante. Voilà un exemple de ce qu'est capable Love and Rockets dans sa narration en noir et blanc. Et oui, Love and Rockets est actuellement retraduit en français chez l'éditeur Comics Initiative, après quelques autres traductions plus anciennes réalisées par Delcourt, Le Seuil ou encore Rackham. Alors attention, ce run est un absolu à lire. À mon sens, personne n'a encore fait mieux sur le héros au marteau que le run de Walter Simonson sur Thor. Et c'est une de mes histoires continues favorites sur le personnage. Bien sûr, Walter Simonson avait déjà fait quelques histoires sur le viking au casque ailé, mais c'est en 1983 que l'on va lui demander de rester plus longtemps pour guider le destin de Thor pendant quelques années. En suivent presque 5 années de bonheur, qui commenceront par l'arrivée d'un certain Beta Ray Bill, un extraterrestre venu de l'espace qui se révélera tout aussi digne du pouvoir des dieux que n'importe quel Asgardien, et deviendra d'ailleurs un habitué de la série. Puis nous passerons par d'énormes sagas épiques, comme la venue des elfes noirs sur la Terre, Midgard afin de libérer l'hiver éternel, une infiltration en enfer pour libérer les âmes des défunts de la déesse Hela, et bien sûr un Ragnarok d'anthologie et qui a le bon goût de ne pas être situé à la fin du run, mais au milieu, permettant de suivre les retombées d'un tel événement. Mais ce run est loin de ne connaître que de l'action noble et héroïque. Il a également nombre de numéros plus simples et touchants,
comme la transformation de Thor en crapaud qui doit protéger sa mare des ennemis le temps d'un sortilège de Loki, ou encore la saga du dernier viking encore en vie, Eilif le perdu, qui espère mourir en guerrier pour enfin rentrer au Valhalla. Bref, une saga digne de faire succomber Surtur et de figurer au firmament des murs d'Asgard pour les siècles et des siècles, et que vous pourrez trouver en français facilement, la dernière édition étant dans la collection Icons de Panini. Camelot 3000 est un ouvrage qui a révolutionné le petit monde du comics à plus d'un titre. D'abord d'un point de vue technique, il s'agit de la première maxi-série, c'est-à-dire une série dont la fin est prévue et qui dure plus de 4 numéros et pas au-dessus de 12. Il s'agit également du premier comics publié sur papier Baxter, un papier très peu acide et qui est largement mieux tenu le temps. Mais bien sûr, aujourd'hui, on s'en fiche un peu de ça. Eh bien, même en enlevant ça, Camelot 3000, ça reste un immanquable à mes yeux. Son scénariste, Mac W. Barr, a imaginé une histoire de retour du roi Arthur dans le futur de l'an 3000, au milieu des années 70, alors qu'il suivait des cours sur la littérature arthurienne. Après l'avoir proposé plusieurs fois à DC, puis à Marvel, puis encore une fois à DC, la maison de lettres a finalement accepté l'histoire, étant plus aventureuse dans ces années-là. Nous suivons donc l'histoire du roi Arthur revenant lorsque l'Angleterre en a le plus besoin, comme souvent prophétisé. Ça tombe bien, en l'an 3000, une race extraterrestre attaque la Terre, et Arthur se charge de la protéger, récupérant autour de lui des personnes qui sont la réincarnation de chacun de ses compagnons de la table ronde et du château de Camelot. L'œuvre joue sur notre connaissance du mythe arthurien, comme par exemple le triangle amoureux Arthur, Guenièvre, Lancelot, mais c'est aussi se jouer de nos attentes, comme par exemple voir l'un des chevaliers, Tristan, être réincarné en femme, tandis que son âme sœur, Isolde, est elle toujours une femme. De même que Perceval, qui est la victime de la science moderne, le transformant en un géant monstrueux avec assez peu d'intellect. En 12 numéros, la série sait créer un récit fidèle et complet de la geste arthurienne et sait se conclure en beauté. En plus, il s'agit d'une des premières œuvres aux États-Unis du dessinateur Brian Bolland, un extraordinaire dessinateur et qui se fait bien trop rare sur des histoires complètes. Camelot 3000 fait partie de ces quelques œuvres que je possède en plusieurs exemplaires, histoire de voir les différences parce que j'adore vraiment, et mérite amplement votre attention, surtout qu'en plus récemment Urban Comics l'a réédité en français. Ah, la 10e recommandation. Toujours quelque chose que j'appelle Joker dans mon script, car j'ai fait 3 Marvel, 3 DC, 3 indés, et j'ai encore une place. Et là, j'ai pas du tout hésité. Un de mes comics préférés, un dont j'ai toujours évité de parler tellement je ne suis pas sûr d'arriver à lui rendre justice, Crisis on Infinite Earths. Plus qu'un redémarrage de l'univers DC, plus que le modèle de tous les events à venir encore aujourd'hui, Crisis on Infinite Earths est sans aucun doute l'histoire la plus incroyable que j'ai jamais pu lire. Bien sûr que le début est simple, car si au commencement était une nuit unique et infinie, bientôt il naquit un multivers, faisant hurler l'infini lui-même, autant de douleur que de soulagement. Et pourquoi un multivers ? Eh bien, c'est la faute de Krona, de la race des gardiens, qui a décidé d'observer la naissance de l'univers lui-même. Seulement, en observant la naissance de l'univers, donc de tout ce qui existe, tout en étant placé d'un point de vue extérieur, eh bien, il a bien fallu créer autre chose que ce qui était déjà tout. Ainsi, une deuxième dimension était née, devenant bientôt un multivers, et même 2 multivers, l'un de matière positive et l'autre de matière négative, l'antimatière. 2 êtres personnifiant la matière et l'antimatière naquirent, le Monitor et l'Anti-Monitor, tous deux de force totalement égales et s'annulant l'un l'autre, jusqu'au jour où un autre scientifique, du nom de Paria, décida lui aussi d'observer la naissance de l'univers, ce coup-ci en créant une zone d'antimatière pour exister en dehors du moment de la naissance. Seulement en ce faisant, l'antimatière engloutit le monde de Paria, et rendant l'antimatière d'un coup légèrement plus puissante que la matière positive, qui vient de perdre une planète. Profitant de cela, l'Anti-Monitor commence donc à avaler toute la matière de ce multivers, détruisant peu à peu l'ensemble de ce qui est. Et c'est quand la menace est vraiment trop grande et que d'innombrables mondes meurent que nos héros se retrouvent finalement mêlés à tout cela. Cela commence d'abord en petit comité avec des personnages assez mineurs de l'univers DC, puis finalement avec l'ensemble de cet univers face à la menace. C'est un récit incroyablement puissant et riche en détails, avec lequel j'ai pratiquement découvert l'univers DC en fait. Une incroyable galerie de personnages pour les 50 ans de DC Comics, une structure en plusieurs actes où l'on pense même que tout est réglé au milieu de l'histoire, des moments de bravoure par milliers sans occulter les amitiés et les émotions de chacun,
Crisis on Infinite Earths est un récit sculpté de main de maître par le scénariste Marv Wolfman et le dessinateur George Pérez. Fruit de 5 ans de réflexion, une somme énorme de travail est passée par ce titre, comme par exemple un documentaliste qui a pendant 2 ans entiers lu et rempli des fiches sur chacun des titres que DC avait publiés pendant ses 50 premières années d'existence. Cette petite présentation ne suffit pas bien sûr à lui rendre honneur, mais croyez-moi quand je vous dis que c'est une œuvre dont l'on ressent encore la publication à l'heure actuelle. Et en français, nous avons eu de multiples éditions, allant des Superstar Comics d'époque au Comic Book de l'édition Panini ou encore celle plus récente d'Urban, qui a d'ailleurs la riche idée d'y adjoindre l'histoire de l'univers DC. Bref, un immanquable. Et voilà, c'était la fin tout simplement de cette présentation de 10 comics des années 80. Et comme il est d'habitude dans cette émission, je vous laisse bien sûr le choix de la prochaine décennie qui sera traitée. Maintenant on a vu un peu tout le monde qui peut passer, donc on fait revenir les meilleurs de ceux qui n'ont pas été retenus. C'est-à-dire que vous avez le choix entre les années 60 et la décennie 2010. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à voter dans l'onglet communauté de la chaîne, vous allez voir, il y a un petit sondage qui vous permettra tout simplement de donner votre avis. Voilà, moi je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à venir nous rejoindre par exemple sur notre Discord, à laisser un pouce bleu, vous abonner, commenter, tout ça. Tous les petits trucs sympathiques qui en fait aident mine de rien à faire vivre la chaîne en fait, et en fait à être tout simplement apparent, parce que c'est compliqué en ce moment. Donc merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve une prochaine fois. Salut à tous. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, oh Lord, what will I do?